Bonjour à tous et bienvenue dans Smart & Strat, l'émission qui passe au crible les stratégies des entreprises. Avec Benjamin, on est heureux de vous retrouver pour ce nouveau numéro. Bonjour Benjamin. Bonjour Florence. Bonjour à tous. Les dirigeants viennent nous parler de leur secteur, de leurs projets, de leur façon dont ils voient l'avenir. Et on verra avec vous, Benjamin, l'information qui a retenu votre attention ce mois-ci. On va parler d'agriculture. Ça change. Alors après votre choix, on s'intéressera bien sûr au secteur de nos invités, notamment dans le domaine de l'e-commerce qui continue de profiter de la crise du Covid, qui s'est profondément transformé, ça bouge effectivement dans votre secteur. C'est ce qu'on verra avec vous, Karine Schrenzel. Vous êtes PDG des Trois Suisses et de Rue du Commerce. Vous avez cofondé le groupe Shop Invest qui a racheté ces deux acteurs. Bienvenue dans l'émission, vous nous direz pourquoi. Merci beaucoup. On verra aussi que ça bouge dans l'assurance puisque le digital révolutionne aussi le secteur de l'assurance avec notamment l'intelligence artificielle au service de l'expérience client qui vous est chère à la Massif. Vous nous direz, Mira Lelay, justement ce que vous comptez faire en la matière. Vous êtes directrice stratégie et performance de la Massif. Bienvenue dans Smart & Strat. Bonjour. Face à ces enjeux stratégiques, quel virage opérer, négocier dans Next Step? Nos invités nous livreront leurs orientations pour les mois et les années qui viennent. Enfin, moment très attendu, les bonnes notes du mois, puisqu'elles récompensent les meilleures initiatives d'un point de vue stratégique. Allez, Smart & Strat, c'est parti, et tout de suite, c'est le choix de Benjamin. Et c'est le choix de Benjamin. Benjamin, vous avez choisi un secteur dont on parle peu habituellement. Et oui Florence, ce mois-ci, j'ai décidé de mettre à l'honneur non pas le mouvement stratégique d'une start-up ou d'un grand groupe ou d'une entreprise, mais plutôt d'un secteur qui est en pleine révolution, un secteur souvent absent des plateaux télé ou des émissions économiques puisqu'il s'agit du monde agricole. Il faut dire que les défis à relever sont de taille. Un défi démographique d'abord, puisque nous allons devoir nourrir 10 milliards d'êtres humains d'ici 2050. Un défi écologique aussi, avec des impératifs de décarbonation de la production, de préservation de la biodiversité, alors même que les exploitations agricoles représentent 40% de la surface terrestre et que l'agriculture contribue à hauteur de 11% de nos émissions de gaz à effet de serre. Enfin, un défi humain, celui que chaque agriculteur puisse vivre de son travail, qu'il soit reconnu pour cela, le tout dans un environnement mouvant avec des dérèglements climatiques et avec des risques géopolitiques. Dernier exemple en date, chacun l'a en tête, la guerre entre la Russie et l'Ukraine qui menace 40% des exportations mondiales de blé. Dans ce contexte très incertain, la question agricole est redevenue une question de souveraineté et la France apporte sa pierre à l'édifice en soutenant fortement l'émergence de la French Agri-Tech avec un objectif clair, développer des solutions innovantes au service de notre souveraineté agricole et donc alimentaire. Alors, si j'entends bien, après les start-up des villes, voilà donc les start-up des champs. Et oui Florence, c'est même le cœur du rapport de l'association La Ferme Digitale qui fixe des objectifs ambitieux pour 2030. Si la France comptait fin 2021 à peu près 250 startups dans le monde agricole, cela reste insuffisant pour permettre la révolution complète du secteur. C'est pourquoi la stratégie France 2030 devrait apporter une aide à la structuration de la filière avec notamment 2 milliards d'euros alloués à des transformations numériques, robotiques et génétiques. Et les sujets sont nombreux et parfois vertigineux. Avec Agriodor qui propose des parfums à base de kéromones pour remplacer les insecticides. Avec Mycophyto qui veut favoriser les symbioses entre les plantes et les champignons pour accroître la résistance des plantes et leur défense naturelle. Avec BeeGuard qui ambitionne de faire biosurveiller notre environnement par des abeilles. Et avec Connecting Food ou Crystal Chain qui utilise la blockchain pour tracer nos aliments, vous l'aurez compris. La liste est longue et surtout elle est prometteuse de ces entreprises françaises qui vont peut-être demain être nos fleurons. Mais pour réussir cette transformation en profondeur du modèle, eh bien la France doit faire émerger une nouvelle génération d'agriculteurs et surtout d'agro-entrepreneurs. Et oui, se pose la question de la formation. Comment former ces nouveaux talents qui devront maîtriser à la fois l'agriculture à l'ancienne, old school, et le numérique? Exactement. Et l'agriculture de demain, elle sera d'abord celle d'une nouvelle génération d'agro-entrepreneurs. La clé est là, c'est de former de nouveaux talents capables de mobiliser tout le potentiel à la fois de la technologie et du numérique et de le se mettre au service du monde agricole. Alors comment ça se marche? Par la force de nos lycées agricoles, et ils ont été de plus en plus attractifs ces dernières années, mais aussi par des initiatives disruptives, et là-dessus nous pouvons noter celle portée par le disrupteur en chef de l'économie française, j'ai nommé Xavier Niel, qui a inauguré avec Audrey Bourrelot il y a quelques mois un campus unique en son genre, le projet Hectare.
C'est au sud-ouest de Paris qu'en septembre dernier, Hectare a accueilli ses premiers étudiants. Ce projet est né d'un constat. 160 000 fermes françaises seront à reprendre d'ici 3 ans. Souvent par de nouveaux entrants, ne se trouvant pas dans un schéma de transmission familiale et donc ne connaissant pas le monde agricole. Or, les défis économiques et écologiques vont nécessiter des modèles qui allient à la fois la rentabilité et la durabilité, des sujets que nos invités connaissent bien dans leur business model respectif. En plus de ce programme de formation, principalement conçu pour des repreneurs de fermes, Xavier Niel et Audrey Bourrelot ont souhaité élargir leur domaine d'action aux entrepreneurs de l'agritech via la création d'un accélérateur de start-up. Bref, former la nouvelle génération, c'est évidemment un enjeu clé, mais il y a un autre changement de taille qui doit s'opérer, celui de l'image du secteur. Et oui, changer l'image du secteur, Benjamin, c'est rendre le secteur plus attractif pour les jeunes talents, hein, ou alors il faut une prise de conscience plus globale. Et oui, il s'agit de redorer l'image de l'agriculture qui n'est pas toujours très bonne et de prendre conscience de son importance. C'est ce que souligne par exemple Sébastien Windsor, qui est président des chambres d'agriculture. Il rappelle que l'agriculture subit évidemment de nombreuses pressions et on voit les débats qui nous occupent dans ces temps très présidentiels autour de la production et de mieux produire avec moins de pesticides. Mais arrêter les pesticides, c'est un mouvement d'ampleur, c'est complexe, c'est coûteux, c'est difficile à réaliser et c'est un mouvement auquel on ne peut pas répondre par une solution unique, mais plutôt par une multitude de petites solutions et de pratiques nouvelles. C'est en cela qu'il est essentiel de donner toutes les clés d'innovation aux agro-entrepreneurs et à nos agriculteurs. Et puis, redorer l'image de l'agriculture, c'est aussi revaloriser des savoir-faire, des pratiques, un métier qui est difficile. On sait qu'il y a beaucoup de transmissions familiales qui ne vont pas se faire dans les années qui viennent. Et donc, c'est aussi faire venir dans cet univers-là des gens qui aujourd'hui en sont peut-être un peu éloignés ou n'en ont pas une bonne image. Et une fois encore, l'innovation dans toutes ses composantes en est la clé. Plateforme collaborative, échange entre tous les acteurs de la filière, évolution de la réglementation et des financements. Voilà les conditions nécessaires à l'évolution de notre agriculture. Au fond, on cite souvent Airbus, on cite souvent TGV, on cite souvent Arianespace comme étant les grandes réalisations qui ont fait la fierté française et européenne. Eh bien, gageons que l'agriculture sera demain, peut-être, l'un de nos nouveaux fleurons. En tout cas, il y va de notre souveraineté alimentaire. Et oui, c'est essentiel. Peut-être une réaction sur justement cet édito de Benjamin, sur ce numérique donc, qui gagne le monde de l'agriculture. Alors j'ai appris beaucoup de choses, merci Benjamin. Et c'est vrai qu'on ne parle pas assez justement de l'innovation dans ce secteur. Je pense que c'est trouver l'équilibre en effet entre une rentabilité et une nécessaire dans cette filière, mais c'est pas ce qui doit être le moteur, et c'est ce qui assure notre souveraineté, vous le soulignez, et c'est l'innovation qui va permettre justement d'arriver à tout ça. Donc merci pour ce cours très intéressant et c'est toutes ces initiatives passionnantes. Mira Lelay, même si la Massif n'est pas forcément donc l'assureur des agriculteurs. Mais en tout cas, on peut faire beaucoup de parallèles. Dans ce que vous dites, Benjamin, l'innovation, elle est au cœur de l'agriculture, mais elle est au cœur de beaucoup d'industries ou de beaucoup de commerces en France. Et la France sait innover. Et on l'a prouvé à maintes occasions. Attirer des nouveaux talents, je pense qu'on est tous aujourd'hui aussi préoccupés par ce sujet-là. Donc l'agriculture, je pense qu'il y a des passerelles qui sont quand même assez fortes, même avec le secteur de l'assurance par rapport à la présentation que vous venez de faire. On poursuit cette émission avec nos invités puisque ça bouge dans leur secteur. Place au Move. Il explose, les compteurs, on parle bien sûr de l'e-commerce, les contraintes liées au Covid s'allègent, mais les Français continuent d'acheter en ligne, les habitudes qui se sont renforcées avec la crise. On en parle avec vous, Karine Schrenzel, je rappelle donc PDG des 3 Suisses et de Rue du Commerce. 130 milliards d'euros, c'est le chiffre d'affaires du e-commerce en 2021, c'est du jamais vu. Comment se présente 2022 ? Oui, alors en effet, 2020 et 2021, avec le Covid, ont renforcé évidemment le e-commerce. On est un des secteurs qui a été évidemment épargné par la crise du Covid. On aime bien opposer les deux. Moi, j'aime bien au contraire rassembler le retail physique et le e-commerce parce qu'il faut d'abord toujours être conscient que le e-commerce aujourd'hui, c'est un peu plus de 14% du retail au global. Seulement, entre guillemets. Dans l'imaginaire collectif, il est beaucoup plus haut. Donc, c'est à peine 15%. Ça a cru, justement, ça a gagné un point pendant l'année 2021. Mais donc, toute proportion gardée, il faut justement se rendre compte à quel point les deux sont complémentaires et nécessaires. On a vu effectivement une accélération non pas tant du nombre de cyberacheteurs que la répétition, le fait d'acheter beaucoup plus souvent, c'est devenu beaucoup plus un mécanisme. Et en effet, le e-commerce a cru de par justement cette
acte plus répétitif maintenant pour les gens qui ont déjà commencé à acheter sur Internet. Et bien sûr, il y a eu des nouveaux modes de consommation qui sont apparus. On y reviendra peut-être, des innovations. On parlait toujours d'innovation et chaque secteur se réinvente perpétuellement en ce moment. Je pense que c'est indispensable. Mais en tout cas, au-delà de l'innovation, il est vrai que beaucoup de gens qui n'avaient peut-être pas pour habitude d'acheter en ligne ont pris l'habitude pendant la crise du Covid. Et ça, c'est quelque chose que vous remarquez qui a un trait et au fond des critères assez générationnels, peut-être qui ont été modifiés par la crise, des gens qui n'achetaient pas. Je pense à ma maman qui n'achetait pas vraiment beaucoup sur Internet et qui, évidemment, parce que la crise était présente et que les magasins physiques étaient fermés, elle a basculé. Est-ce que c'est générationnel et est-ce que c'est des mouvements, des comportements durablement inscrits ou est-ce que ça reste très éphémère et qu'on va back to normal assez vite? Alors oui, évidemment, il y a un effet générationnel, je vous rejoins. On a tous pensé à nos parents qu'on n'avait jamais vu commander sur Internet et qui d'un coup se sont mis à commander sur Internet. Bon, au début avec une souris parfois hasardeuse en l'air ou des iPhones. Mais en tout cas, oui, il y a un switch et une nouvelle génération qui a commencé à consommer e-commerce et donc qui maintenant sait le faire et a tendance à continuer. Donc évidemment, il y a une base élargie. Pour autant, et c'est ce qu'on voit dès qu'il y a eu des réouvertures de magasins, etc., il y a un équilibre qui se recrée à chaque fois. Et même à ce moment-là, une perte de vitesse du e-commerce qui revient vers le retail, puis ça se rééquilibre. Donc voilà, je pense qu'en effet, c'est quand même les gens ont aussi envie de toucher et c'est l'équilibre des deux. Et que recherchent justement les consommateurs qui achètent en ligne, alors que les magasins physiques ont rouvert. Donc voilà, quelles sont les motivations de l'achat en ligne? Alors, je pense qu'il y a beaucoup de choses. Le premier, c'est évidemment la suppression de ce qu'on appelle les irritants en boutique, faire la queue à la caisse, devoir essayer dans des cabines qui ne sont pas toujours disponibles. C'est tout ce temps, entre guillemets, perdu, ce qu'on appelle les irritants. Et c'est en ça que le e-commerce, évidemment, est formidable. Et peut aussi, évidemment, on peut commander le dimanche. Enfin, voilà, il y a tout un tas. Il ne faut pas oublier qu'il y a quand même beaucoup de magasins fermés ou tard le soir. Donc, c'est tous ces irritants, entre guillemets, qui font que le e-commerce, aujourd'hui, évidemment, a un côté extrêmement pratique. Et pour moi, c'est évidemment le principal avantage du e-commerce. Et quels sont les secteurs qui ont le plus profité là, des achats en ligne dans les 2 dernières années, en termes de croissance? Alors en termes de croissance, clairement, dans le e-commerce, ça a été la maison. Pendant la période où on passait justement énormément de temps à la maison. On a tous découvert des talents de pain. Des travaux. On fait des travaux, du jardinage. Voilà, absolument. Et puis aussi, on était assis beaucoup plus sur son canapé. La lampe qui nous gênait pas du tout avant, on se disait, oh là là, elle est vilaine, il faut la changer. Donc voilà, donc la maison a beaucoup profité pendant la période finalement de confinement. Tout ce qui était aussi équipement du télétravail, les ordinateurs, sur du commerce, toute la partie ordinateur, équipement vraiment pour pouvoir travailler de chez soi, aussi beaucoup, il y a eu un vrai boom. Et là, ça change un peu, donc c'est ça qui est assez intéressant. J'ai envie de dire que tout ce qui a justement été un peu plus délaissé, le maquillage, les chaussures, puisque finalement les gens avaient des masques, sortent un peu, etc., reprend du poil de la bête. C'est vrai qu'on n'avait plus besoin de se maquiller, sauf les yeux. Alors, les nouvelles tendances pour 2022. On a des consommateurs qui, alors ça aussi, ça va être générationnel, mais qui consomment de plus en plus depuis leur smartphone? Oui, bien sûr. Donc voilà, les grandes tendances, mais c'est une toile de fond depuis déjà plusieurs années, mais qui continue à s'accentuer. C'est ce qu'on appelle le M-commerce, le mobile commerce. Donc les gens commandent depuis leur smartphone et non plus depuis leur ordinateur, puisqu'aujourd'hui, quasiment tous les sites sont passés à une majorité de commandes en smartphone versus ordinateur. Donc ça, c'est évidemment une toile de fond depuis plusieurs années. Une deuxième toile de fond maintenant plus récente, mais c'est tout ce qui est live stream. Alors live stream, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est peut-être le téléachat de la nouvelle génération. Oui, le téléachat n'est pas mort. Le live shopping ressuscite le téléachat. Absolument. Ça peut peut-être expliquer ce que c'est d'ailleurs. Oui, en réalité, c'est finalement une émission, non pas télé, mais diffusée directement sur le web, sur les réseaux sociaux ou sur le site même qui organise ce live shopping, ou souvent les deux d'ailleurs, et sur lequel finalement on pousse et on explique les produits. À la télé, comme dans les conditions d'un direct. Et finalement, il y a souvent aussi des influenceuses ou des influenceurs qui viennent et qui montrent comment fonctionne un produit, comment on peut l'utiliser. C'est un peu plus... Ça donne aussi un peu de chaleur au e-commerce, parce que c'est parfois ce qu'on lui reproche, et c'est vrai, c'est d'avoir un lien plus privilégié, plus chaleureux avec ses consommateurs. Et c'est vrai que le live shopping permet cela.
Il y a aussi le social commerce, donc c'est la vente en ligne là, via les réseaux sociaux. Oui. Ça se développe beaucoup. Alors comment vous voyez ça? C'est des concurrents potentiels? J'ai envie de dire que le e-commerce est un géant, un grand melting pot de concurrence parce qu'il y a peu de barrières et qu'il y a beaucoup de monde. Donc effectivement, bien sûr, mais c'est aussi au contraire un outil parce que pour les e-commerçants d'aller vendre, nous on a fait des live shopping sur Instagram, sur Facebook, sur Twitch pour les gamers, pour ceux qui connaissent, sur la partie plus technologique. Donc c'est aussi un support extrêmement intéressant et il faut juste savoir l'utiliser et se développer avec. Et comment vous voyez, par exemple, l'initiative qu'il y a entre Carrefour et Brut, qui sont vraiment un mélange assez improbable, inattendu je pense que c'est bien. C'est une nouvelle façon, justement, de pouvoir toucher de nouvelles cibles. D'abord, je pense aussi, c'est d'élargir sa cible. Souvent, quand on voit des entreprises se lancer d'un coup sur TikTok, sur Twitch, etc., où c'est aussi, on sait, une cible beaucoup plus jeune sur ces supports-là, ou chez Brut, c'est pareil. Et donc voilà, c'est une façon d'aussi finalement créer de l'adhésion et de l'affinité avec la marque pour des plus jeunes générations qui aujourd'hui ont une certaine méfiance aussi vis-à-vis de... Peut-être une logique de fidélisation. Aussi, bien sûr, de fidélisation qui est importante, absolument. Ouais, bien sûr. Alors depuis le Covid, il y a cette prise de conscience pour Oui. la nécessité d'acheter des produits peut-être locaux, plus respectueux de l'environnement, de l'humain. Est-ce que ça, c'est bien compatible avec l'e-commerce? Est-ce qu'il y a des acteurs qui se spécialisent justement vers une consommation plus locale? Oui, il y a beaucoup d'acteurs, je pense qu'on en connaît plusieurs, mais nous, par exemple, quand on a racheté 3 Suisses, on a fait un virage où on a toute la collection 3 Suisses prêt-à-porter, on l'a entièrement fabriquée en France. C'était avant le Covid, c'était en 2018. Donc à l'époque, c'était même, on nous a dit, mais ça va coûter beaucoup trop cher, c'est impossible. Et en fait, finalement, c'était une bonne décision parce qu'on sait, voilà, mais je pense que les gens, ils sont très sensibles. Ils ont envie de ça, ils ont envie d'une démarche plus écologique, de la fabrication française, de la matière naturelle. Ils ont aussi envie qu'il y ait une seconde vie des produits. Je pense que c'est une grande tendance aussi, qu'on puisse vendre en seconde vie un ordinateur, un téléphone, etc. C'est devenu vraiment quelque chose, mais même les habits, le prêt-à-porter, c'est devenu quelque chose d'assez important. C'est un marché énorme. Donc il y a toutes ces demandes. Je pense que ce qu'il faut avoir en tête quand on le fait, c'est ce qu'on s'est efforcé de faire pour notre part, c'est oui, ils ont envie de tout ça, mais il faut que les prix restent les mêmes. Donc c'est à nous, entreprises, de trouver une équation souvent difficile, souvent une réduction de marge brute, sincèrement, parce qu'ils ont envie de fabrication française matière naturelle, mais au même prix. Le pouvoir d'achat. Voilà. Et que je comprends, et qui est saine, et que je comprends. On a tous des préoccupations aussi, d'abord, de c'est leur première préoccupation, le pouvoir d'achat. Donc on s'est efforcé de sortir des robes ou des jupes au même prix, mais fabriquées en France et en matière naturelle. Et je pense que c'est la seule façon de le faire. C'est de donner accès à tous, justement, à ces produits écologiques. Bien. On va poursuivre avec vous, Mira Lelay, directrice stratégie performance de la Massif. Donc en 2021, le secteur de l'assurance a retrouvé ses niveaux d'avant la crise. Est-ce que les assureurs renouent avec la croissance sur l'ensemble de leurs activités, de leur métier ? Alors, en effet, 2021 était une année de rebond pour l'assurance. Les cotisations dans le secteur ont augmenté de 4,5%. Donc, il y a eu vraiment une relance assez forte qui s'explique par la relance économique. Et les assureurs ont vraiment participé à la relance économique qui a été mise en place par le gouvernement. Les consommateurs ont également repris leurs habitudes de déplacement, donc de services. Donc on était vraiment... et on le voit d'ailleurs dans les résultats des assureurs aujourd'hui. On a vu les dernières communications. C'est une année où l'assurance, en effet, a fait de très bons résultats. Et au regard de ce qu'on venait de dire là sur la quête de sens, est-ce que le monde de l'assurance mutualiste s'en sort un peu mieux dans un moment où les gens ont aussi une quête de sens et de signification dans les produits qu'ils consomment, quels que soient d'ailleurs les produits, que ce soit des produits ou des services, et peut-être nous dire en 2 mots la différence, s'il y en a une, en tout cas, entre le monde mutualiste et le monde de l'assurance. Quand on regarde déjà qu'est-ce que la crise sanitaire a accéléré ou transformé dans le secteur de l'assurance au niveau des usages. Elle a déjà accéléré des choses qu'on avait déjà pressenties auparavant, notamment autour du digital. Donc là, il y a vraiment une part du digital extrêmement forte avec la transformation des flux. Nos sociétaires clients vont moins dans des agences, utilisent beaucoup plus l'appli, utilisent beaucoup plus les sites internet.
appellent beaucoup plus sur nos plateformes téléphoniques. Pour autant, ils ont besoin aussi de garder le contact humain, mais les parts et le rapport au flux est assez différent. L'autre élément, et ça va rejoindre votre question, dans les éléments de changement d'usage, c'est l'attachement à la marque, donc la recherche de sens. Et aujourd'hui, une entreprise mutualiste par rapport à une entreprise, on va dire, d'assurance plus traditionnelle, elle offre ce sens qu'aujourd'hui les consommateurs recherchent, c'est qu'ils cherchent la preuve et pas seulement le discours. Une entreprise mutualiste, je vais peut-être juste prendre le temps pour bien expliquer ce que c'est. Je sais pas si tout le monde... Tout le monde l'emploie tous les jours, le terme, mais voilà. je ne suis pas sûr que... Donc c'est quoi une entreprise mutualiste? C'est d'abord une entreprise qui a un projet où l'économique est au service du social. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est une entreprise qui n'a pas d'actionnaire à rémunérer. C'est une entreprise dont les sociétaires clients élisent des représentants qui vont gouverner l'entreprise et qui siègent au conseil d'administration. Donc ça, c'est vraiment un élément important. C'est déjà l'approche de la gouvernance. Donc l'approche de la gouvernance, quand on n'a pas d'actionnaire à rémunérer, on n'a pas les contraintes de résultats financiers que peut avoir une entreprise d'assurance plus classique. Donc ça veut dire que les assureurs mutualistes sont mieux sortis peut-être durant cette crise que les assureurs traditionnels? Alors, du fait de leur modèle ou pas? Du fait de on prend l'exemple de la Massif. Du fait de leur modèle et de l'attachement à la marque. Et l'attachement à la marque et finalement la recherche du sens, en effet, permet, et on le voit, de générer la confiance chez les sociétaires clients. Et on voit quand il y a la confiance et la fidélité. Et au côté Massif, on a vu l'explosion des appels de nos sociétaires, et pas seulement pour un acte d'achat d'assurance. Je ne sais pas si c'était vous, mais j'ai mémoire que pendant la crise, il y avait un assureur de mémoire mutualiste qui avait remboursé une partie des assurances auto. Non, alors ça, c'est la Maïf. Voilà, c'est la Maïf, oui. Mais comme on est là aussi pour parler du secteur, non mais c'est intéressant parce que c'est une démarche pour le coup qui était intéressante et qui correspond sans doute à un modèle mutualiste. Je ne suis pas certain que dans une entreprise avec des actionnaires traditionnels, les actionnaires traditionnels auraient... Alors c'est une approche d'une politique tarifaire d'un concurrent mutualiste, en effet, la Maïf. Nous, Massif, on est plutôt sur la recherche du temps long. Vous pouvez faire une ristourne à un instant T, mais est-ce que lorsque, et c'est le cas sur ce début d'année, vous avez du climatique beaucoup plus fort, vous allez rappeler vos sociétaires pour les augmenter parce que sur les 3 derniers mois, il y a eu... ce qui est important, c'est de regarder plutôt le temps long et d'assurer aux clients sociétaires un pouvoir d'achat finalement dans la durée. Et pas... Et ça, le changement climatique, ça le secteur arrive à mesurer les impacts? Parce que c'est vrai que la façade atlantique, ces 3 derniers mois, j'imagine que vous avez été très sollicité. Les événements climatiques ont un coût, et ils auront un coût de plus en plus important. Sur les 30 dernières années, ça a été quadruplé. Et aujourd'hui, un des risques les plus forts sur le climatique, c'est le risque sécheresse. On en parle peut-être un peu moins que quand on voit les tempêtes, etc. Donc en effet, oui, c'est un coût important pour les assureurs. Et face à un coût aussi important, qu'est-ce qu'on fait? L'assurance aujourd'hui, c'est un sujet sur lequel elle se préoccupe depuis de nombreuses années et qu'elle recherche à sensibiliser. C'est la dimension de la prévention. Et la prévention, c'est ne pas attendre qu'on indemnise et que le sinistre arrive, c'est d'être vraiment beaucoup plus en amont. Et si vous en souvenez, dans la vallée de la Roa, au-dessus de Nice, quand il y a eu les événements climatiques, bien sûr, on est rapide dans l'intervention vis-à-vis de nos clients sociétaires, mais on est également aujourd'hui présent et avec les pouvoirs publics pour regarder où est-ce que je repositionne demain les maisons, les constructions, justement pour prévenir les risques climatiques. Donc la dimension de la prévention est extrêmement forte, et c'est vrai qu'on n'en parle pas suffisamment. On parle beaucoup de la prévention auto, parce qu'on de la prévention routière, mais on parle moins de la prévention sur les territoires, notamment autour des habitations. Il est important justement qu'on soit le plus en amont possible et qu'on sensibilise nos sociétaires sur ces sujets-là. Oui, c'est intéressant parce qu'assurer, c'est couvrir les risques. Comment on peut améliorer justement cette gestion des risques? Est-ce que ça implique justement tous ces risques-là, risques climatiques, autres risques, de repenser les garanties? Par exemple, les assureurs, et c'est bien normal, ils n'avaient pas anticipé la pandémie.
Non, mais il y a un élément très important en France et qui est extrêmement différenciant et un marqueur fort en Europe et dans le monde. La France a un régime de catastrophe naturelle. Et ce régime de catastrophe naturelle, il est assis sur quoi? Il est assis sur la mutualisation du risque. Justement pour prévenir et pour être présent lorsque ces événements climatiques arrivent. On parlait de la digitalisation à Karine tout à l'heure. Évidemment, le secteur de l'assurance Il se est- digitalise à vitesse grand V, les grands acteurs. Oui. Et donc, comment est-ce que vous avez pris ce virage et comment est-ce que vous en faites aujourd'hui un élément différenciant vis-à-vis de vos clients sociétaires par rapport à la concurrence, mais aussi dans la qualité de service qu'on rend et dans la relation qu'on peut, plus directe sans doute aussi avoir avec ces sociétés. La digitalisation, elle occupe une place importante dans l'expérience client pour qu'elle soit la plus fluide et la plus simple et sans couture. Et la crise sanitaire l'a accélérée. Donc, comme tous les acteurs, aujourd'hui, on investit sur la digitalisation et massif, dans le cadre de son plan stratégique, investit 450 millions sur les 3 prochaines années pour ouvrir nos systèmes d'information et être vraiment sur une digitalisation beaucoup plus importante. Parce qu'on voit qu'aujourd'hui, les habitudes et les usages ont changé, mais il faut qu'on soit en capacité, parfois, un client rentre par le digital, mais il a besoin du contact humain et il va finir son parcours au sein d'une agence. Donc c'est vraiment la complémentarité et on voit qu'aujourd'hui, il n'y a pas d'un côté le digital, de l'autre côté le physique, mais c'est bien une complémentarité des réseaux aujourd'hui. Justement, qu'est-ce qu'elle apporte, cette digitalisation, dans la relation client? C'est un traitement plus individualisé, des garanties qui vont être plus ciblées, des tarifs individualisés peut-être aussi? On est plutôt sur une relation beaucoup plus individualisée. On est aussi sur une rapidité de réponse, une immédiateté beaucoup plus forte. Aujourd'hui, et c'est un peu, je pense que vous disiez tout à l'heure, on n'a pas forcément envie de faire la queue dans un magasin. On n'a pas forcément envie d'attendre la réponse. Lorsqu'on a une question avec son assureur, on a envie d'avoir une réponse la plus rapide possible. Donc ce rapport au temps et cette dimension d'immédiateté, elle est beaucoup plus forte aujourd'hui qu'elle ne l'a été il y a 3 ou 4 ans. Donc la digitalisation le permet de manière assez forte. Et elle permet également, sur certains produits spécifiques ou certains services, de mieux les cibler. On les approche en termes de mise à disposition vis-à-vis de nos clients beaucoup plus facilement via le digital que via des réseaux physiques. Je pense que c'est la même chose comme dans le e-commerce. Et comment est-ce que le secteur regarde le monde de la SurTech, qui est en plus une belle signature française de la French Tech pour le coup? Comment est-ce que vous les observez? Est-ce que au fond vous vous dites demain ça va être une épine dans le pied un peu désagréable, ou est-ce qu'au contraire, vous vous dites, ils vont interroger nos pratiques et comme quand un service de voiture a permis à une grande entreprise de taxi d'améliorer son service, au fond de dire, les players qui sont là sur le marché depuis longtemps vont pouvoir aussi aller se nourrir des innovations, des choses qu'on a peut-être plus de mal à faire dans des grands groupes, parce que voilà, on a des habitudes, etc., que d'autres ont moins. Alors ces structures, elles sont intéressantes de les regarder par rapport, parce qu'elles offrent quelque chose, et c'est là-dessus qu'on les regarde beaucoup, sur l'expérience client. Ouais. Elles ont vraiment cet atout-là d'offrir via justement la digitalisation ou le service ou la relation client de manière extrêmement forte. C'est ce qu'elles mettent en avant. Hein. Ouais. C'est la réponse à un coût maîtrisé extrêmement rapide. Donc c'est vraiment le point qu'on regarde. Après, l'assurance, c'est une technique, c'est un métier très technique, c'est un métier très réglementé. C'est un métier qui est sur du long terme, c'est-à-dire que c'est des structures qui peuvent marcher à un instant T, mais dont la rentabilité pour certaines, si vous regardez les monnaies ou Alan, la rentabilité technique aujourd'hui, économique, elle n'est pas forcément au rendez-vous. Peut se poser la question de leur pérennité de modèle. Mais ça vous challenge un peu quand même. Mais ça nous challenge, tout à fait. Et on regarde ce qu'il y a à regarder, notamment autour de la relation client et de l'expérience. Et là-dessus, elles sont vraiment très intéressantes. Allez, on va se tourner vers l'avenir à présent avec Next Step. On va voir comment, dans ces secteurs en pleine mutation, vous envisagez l'avenir.
Quelles seront les prochaines évolutions pour l'e-commerce demain? Comment détecter, anticiper les attentes des consommateurs? On continue d'en parler avec vous, Karine Schrenzel, PDG, je le rappelle, des 3 Suisses. Alors après un début de carrière dans la finance, vous avez cofondé le groupe Shop Invest. Comment est née l'aventure, puisque vous avez commencé en lançant Men Corner, un site de cosmétiques pour les hommes. C'était vraiment un marché de niche. Oui, alors oui. Dites donc, ça va? Bien. Allez-y. Merci, alors. Ça va t'intéresser? Oui, après une première vie, on va dire, plus classique dans la finance et le conseil en strat, en fait, j'avais envie d'entreprendre. Je crois que c'était ça le vrai moteur. J'avais une envie folle d'entreprendre. Et à l'époque, en mode... après le conseil, tout ça, j'avais bien appris mes petits papiers. On m'a dit la cosmétique pour hommes va croître à 300%. On attendait un marché qui allait se développer 300% par an, etc. Je me dis chouette, j'y vais au tout début, il n'y a personne. Les hommes sont super cyberacheteurs. À l'époque, c'était encore l'époque où les hommes achetaient beaucoup plus que les femmes sur Internet. Et je me dis, voilà, je vais créer ce site, Men Corner, et puis ça va suivre le marché, plus 300% chaque année. Le problème, c'est que le marché a fait plus 4 en France. Il a fait les plus 300%, mais en Chine, donc j'étais un peu loin. Là, vous n'avez pas utilisé. Et voilà, donc finalement, voilà. Donc, j'ai tout appris. J'ai tout appris du e-commerce, mais je me dis, bon, c'est un marché de niche qui finalement ne grossit pas tant que ça. Quoi qu'il arrive, je suis forcément un peu limitée dans la taille de l'entreprise. Et à ce moment-là, ayant fait auparavant des rachats pour le compte d'autres, dans des fonds, etc., je me dis, mais en fait, on peut très bien racheter d'autres sites de e-commerce, mutualiser toute la partie technique, logistique, service client et même les compétences e-marketing. Et finalement, il n'y a que les achats qui sont propres à chaque secteur. Et là, à ce moment-là, je me dis, c'est un marché finalement très découpé, et on peut tout à fait consolider ce marché du e-commerce, puisqu'il y avait énormément de e-commerce, il y en a toujours énormément. Et donc, à ce moment-là, naît l'aventure, au début avec quelques slides, quelques idées, j'ai été lever de l'argent, et puis c'est comme ça qu'a commencé l'aventure Shop Invest. On a racheté, et à ce moment-là, je me suis aussi associée avec mon mari et mon associé, donc Olivier, et en 2011, et donc là, on a commencé à racheter des sites, des petits sites au départ, parce que faute de moyens, on commençait par des plus petits sites, et en 2018, on a racheté 3 Suisses, et il y a presque 2 ans, rue du Commerce. Voilà, une aventure entrepreneuriale où j'ai fait les cartons au début, enfin, comme dans les garages, quoi. Et alors, 3 Suisses, parce qu'on a tous eu les catalogues. Ouais. Ah oui, tous. On Ouais. ment pas. On les a Tous, et tous on est très feuilletés. attachés au catalogue papier. Comment on rachète 3 Suisses quand on vient au fond du digital avec Men Corner, qui n'a fait que plus 4% au lieu des plus 300? Enfin, comment et quel est le choix stratégique et pourquoi cette décision-là en 2018 de dire ok, je vais aller au fond reprendre cette institution du commerce? Alors, je crois que d'abord, j'ai toujours suivi mon intuition. Sinon, d'ailleurs, je ne serais pas partie de la finance pour monter ma boîte toute seule et faire des colis au départ. J'ai suivi mon intuition. C'était une marque de cœur. C'est une marque, vous parliez d'attachement à la marque tout à l'heure. Je pense que c'est... Voilà, on a effectivement aujourd'hui quelques marques auxquelles on est attaché. 3 Suisses, clairement, pour moi, en faisait partie. Je regardais petite les catalogues avec ma mère, avec ma grand-mère. Ah, mais c'était risqué parce que le groupe perdait de l'argent, son image était dégradée, pas très moderne. Hein. Ouais, c'était très risqué. Bon, j'ai un profil, j'aime le risque si vous ne l'avez pas encore compris. Mais par ailleurs... pour tout vous dire, en 2016, donc 3 Suisses a été mis en vente. La banque d'affaires intermédiaire nous a contactés. Et on a été jusqu'en finale et on a perdu. C'est ça l'histoire, c'est qu'on a perdu. Donc évidemment, énorme déception. Et quand en 2018, les repreneurs qui avaient repris, donc en 2016, nous ont appelés pour réfléchir à finalement... Eux étaient des vieux cataloguistes et nous, on était des e-commerçants purs et durs. Ils ont dit peut-être qu'on peut faire quelque chose ensemble. Et finalement, ça s'est terminé que fin 2018. On a racheté 3 Suisses et on avait une vision claire lors du rachat qui était aussi... Justement, il faut il faut garder l'ADN de cette marque formidable, avant-gardiste, qui avait mis des femmes en pantalon, la première à mettre des femmes en pantalon en couverture de magazine, la première marque qui a fait des collabs. Alors maintenant, tout le monde en fait, mais enfin voilà, c'était une marque extraordinairement avant-gardiste qui parlait d'écologie dans les années 70. Personne n'en parlait à l'époque. Donc on s'est dit, il faut garder cet ADN et en même temps la remoderniser, la transformer. Et très vite, du coup, j'ai utilisé justement, vous en parliez, les réseaux sociaux, où on s'est dit, plutôt que de recréer la marque à 5 dans un bureau, on va interroger 10 000 femmes tout au long de l'aventure et elles vont co-construire avec nous. Et c'est ce qu'on a fait et ça a été formidable, une aventure extraordinaire. C'est devenu un peu la colonne vertébrale d'ailleurs de la réinvention de 3 Suisses, c'est-à-dire qu'on les interroge, on les re-questionne régulièrement. Et on a ressorti, Benjamin, pour votre information, ce magnifique catalogue, bien sûr plus en
en énorme pavé, parce que voilà, aujourd'hui, il y a voilà, mais c'était une de nos intuitions qu'il fallait le remettre parce que c'était notre Madeleine de Proust à tous, en fait. Et ça a été vraiment incroyablement demandé, justement, quand on a fait travailler ces 10 000 femmes. La première chose qu'elles nous répondaient, quoi qu'on dise, c'était « mais quand est-ce que ressort le catalogue ?» Et donc, on a remis au goût du jour le catalogue. Et c'est pour ça que je dis qu'il y a toujours une complémentarité. Ça peut être point de vente physique ou web, ça peut être catalogue papier où il y a plus d'émotions ou web, mais je trouve que c'est justement ces complémentarités qui sont intéressantes. Il y a un point commun entre les 3 Suisses et Rue du Commerce, la notoriété peut-être. Voilà, alors c'est une marque, ce sont alors très différemment, 3 Suisses va avoir 90 ans là dans quelques mois, donc voilà, mais Rue du Commerce était un précurseur sur le e-commerce, hein. Rue du Commerce a été lancé en 98 en France, et dans le e-commerce, c'est un dinosaure, c'est extraordinaire. C'était les premiers à lancer la marketplace en France, avant même, sans les citer, Amazon ou autre. Donc c'était vraiment une marque que tout le monde connaît, un vrai attachement aussi à la marque dans l'univers du e-commerce et un vrai savoir-faire dans le domaine de l'high-tech aussi. À chaque fois, on essaie de trouver des sites qui ont de vrais savoir-faire aussi sur leur domaine de prédilection. Donc 3 Suisses mode et maison et Rue du Commerce sur l'high-tech. Et vous travaillez beaucoup avec des influenceurs. Pour le coup, on parlait de live shopping tout à l'heure, donc vous y êtes mis. Comment vous les sélectionnez? Parce qu'au fond, il y a les très gros influenceurs, très connus, très célèbres, avec des millions de followers. Oui. Et puis, il y a aussi des influenceurs plus locaux qui, dans un petit univers, vont avoir beaucoup d'impact et avec des taux de transformation très élevés. Comment vous faites le tri et comment vous choisissez? Alors, c'est pas toujours évident, mais c'est vrai que nous, on essaie de trouver plutôt des gens qui ont une vraie adéquation, une vraie affinité avec les produits qu'on vend, parce qu'on se dit que, d'abord, ils en parleront avec plus de réel plaisir que si c'est finalement plus mass market avec effectivement une énorme audience, mais finalement qui parle un peu de tout. Donc à titre d'exemple, Rue du Commerce, on a fait un gros partenariat et un live shopping avec une équipe de e-sport, pour ceux qui ne connaissent pas. Donc c'est maintenant un énorme marché. Hein, c'est une énorme industrie. Donc le gaming, le sport, mais à travers... Il faut aller voir le salon e-sport à la Porte de Versailles tous les ans. C'est un univers dont je ne comprends absolument pas les codes. Hein, c'est vraiment, je me sens un vieux bip, mais c'est très impressionnant à voir. Ouais. Et donc voilà, et donc on essaie de trouver plutôt des partenaires en adéquation avec notre ADN, là en l'occurrence des gamers, des gens qui sont dans le e-sport et qui ont finalement la même affinité, par exemple pour Rue du Commerce ou sur 3 Suisses, on a aussi pris des femmes qui ont une vraie appétence sur en tout cas un développement mode mais écologique avec une vraie appétence sur la fabrication française. Enfin voilà, on essaie de trouver finalement des ADN communs avec les influenceurs. Allez, une petite minute, hein, pas plus parce que le temps tourne. Oui. Shop Invest aujourd'hui, c'est une dizaine de sites à peu près. Oui, absolument. Bon. Est-ce que vous avez d'autres projets de rachat? Puis à quoi ressemblera Shop Invest demain? Écoutez, pour l'instant, pas tout de suite, mais on ne sait jamais de quoi demain est fait. Après 3 Suisses, j'ai dit, là, on ne fait pas de rachat tout de suite. Puis finalement, il y a une opportunité Rue du Commerce. Donc, on verra. Et le e-commerce de demain, c'est de continuer à se réinventer. On parle beaucoup de métaverse. Pour l'instant, pour l'avoir testé, l'expérience n'est pas encore 100%. Ça demande beaucoup de consommation en termes même de l'infrastructure, ordinateur qu'on peut avoir chez soi, etc. Mais on continue à suivre évidemment toutes les nouveautés pour être parfois on tente et on rate, mais on essaye. Et à quoi ressemblera l'assurance demain? Donc on en parle avec vous, Mira Lelay, je rappelle, directrice stratégie performance de la Massif. La Massif qui veut vraiment faire évoluer le métier d'assureur. C'est d'ailleurs l'objectif de votre plan stratégique 2021-2023. On va le détailler. Mais tout d'abord, vous avez été élue marque préférée des Français. Est-ce que vous y voyez là la concrétisation de ce plan stratégique ou alors un fort attachement, on en parlait tout à l'heure, des Français au modèle mutualiste? Alors, en effet, déjà, on en voit un fort attachement à la marque. Je vous le disais tout à l'heure. Et cet attachement à la marque, je vais juste rappeler un peu comment on l'a construit. Et ce, un petit peu en amont de notre plan stratégique, c'est que Massif est à l'écoute de l'ensemble de ses parties prenantes. Ça veut dire quoi, l'écoute de l'ensemble de ses parties prenantes? Je vous disais qu'une entreprise mutualiste associe ses sociétaires à sa gouvernance. Partie prenante et être à l'écoute, c'est les solliciter pour construire notre raison d'être. Donc on est d'abord parti de la raison d'être. C'est quoi la raison d'être de la Massif? Et quand on a posé cette raison d'être avec nos sociétaires, avec nos délégués qui les représentent, avec nos salariés, il y a eu plus de 79 000 contributions à la construction de cette raison d'être, qui est de protéger le présent pour permettre l'avenir. Ça nous a amené à poser derrière la raison de dire
Et la raison de dire, c'est le nouveau territoire de marque. Et vous l'avez peut-être vu sur les écrans télé, puisque Massif était plutôt un petit peu absente de la télé, puisqu'on est plutôt sur le bouche à oreille. Et on a fait le choix de déployer notre nouveau territoire de marque en fin d'année dernière en demandant à nos sociétaires de le porter. Donc lorsque vous voyez une pub Massif à la radio ou à la télé, ce n'est pas des comédiens, ce sont des sociétaires, ce sont eux qui parlent de la vraie vie, ce sont eux qui parlent de leurs vrais besoins. Donc ça, c'est la raison de dire. Et donc je pense que tout ce travail a amené à cette reconnaissance qu'on a eue d'être élu marque préférée des Français dans le secteur de l'assurance. Et ensuite, il y a la raison de faire, et là, c'est notre plan stratégique. Et donc, il y a eu 10 000 femmes pour les 3 Suisses, 79 000 contributions. Oui. C'est vraiment la constitution d'une communauté et un attachement très, en tout cas, une démarche très affinitaire des clients sociétaires pour la Massif. Donc, vous avez, en fait, vous conservez vos clients très longtemps. On se transmet ça dans la famille. Dans la famille, tout à fait. Parce que je citais les 79 000 contributions, Massif a interrogé l'ensemble de ses sociétaires, pas une partie, mais l'intégralité de ses sociétaires. Et 500 000 d'entre eux nous ont répondu et on les a interrogés en leur posant juste une question, c'est comment ils vont. C'est de savoir quel est un peu leur état d'esprit, comment ils vont, etc. Parce que l'objectif de ce plan, c'est quand même de repenser, c'est d'améliorer la relation. La relation. La relation client. On veut devenir le numéro 1 de la relation. Vous voulez devenir le numéro 1. Alors, comment on repense le parcours client voilà, comment on le rend plus simple, plus accessible aussi. Repenser le parcours client, quand on est une grosse entreprise, et plus on est gros, plus on doit être simple. Donc, le plan, il est tourné autour d'une Massif simple, d'une Massif engagée, et l'engagement est extrêmement fort, et d'une Massif accessible. Quand on parle d'accessibilité, c'est l'accessibilité tarifaire, c'est de vendre au juste prix et de rendre l'assurance accessible au plus grand nombre. Donc c'est vraiment la dimension du pouvoir d'achat, et toutes nos enquêtes et les écoutes qu'on fait auprès de nos sociétaires, et d'autant plus dans le contexte d'aujourd'hui, on voit que le pouvoir d'achat est un critère extrêmement important. Le deuxième critère qui est extrêmement important, c'est l'engagement de l'entreprise et les preuves qu'elle apporte dans sa relation client. Ce n'est pas seulement un élément de discours. Donc c'est là où, quand on est élu marque préférée des Français, quand on a une fidélité aussi forte, ça nous conduit à une exigence, c'est d'être au rendez-vous de cette relation client. Donc on est en train de travailler sur l'accessibilité de nos réseaux de distribution. On a un assureur qui offre un réseau sur l'ensemble de nos métiers de 8h à 20h, puisque Massif, c'est assurance dommage, auto, habitation, c'est la santé prévoyance et c'est la finance épargne. Donc on est vraiment un acteur global aujourd'hui. Et on voit, vous venez de le dire, que vous êtes un acteur engagé, y compris sur les questions de société, sur les questions sociétales. Vos engagements portent en priorité sur la jeunesse, les publics fragiles, l'environnement. Oui. C'est-à-dire que très concrètement, ce sont des choses que vous déclinez dans les territoires avec le monde associatif, ou vous faites ça en propre et vous portez des initiatives J'allais dire un peu sur tous les volets. Sur un plan stratégique il y a 3 ans, 2021, c'était l'engagement jeunesse. Et ça veut dire quoi, l'engagement jeunesse? Et vous le savez, la crise sanitaire, les jeunes, et notamment les étudiants, ont été fortement frappés. Massif a été engagé auprès des jeunes. On leur a octroyé ce qu'on appelle le PREM, c'est leur contrat habitation à 1 euro. On a également versé de l'aide alimentaire pour les jeunes étudiants. Donc on est vraiment présent auprès de la jeunesse. Être présent auprès de la jeunesse, c'est également être un employeur social qui recrute. Donc c'est 1000 recrutements l'année dernière, c'est 1000 recrutements en 2022. Et c'est également de miser sur l'alternance, l'autre engagement autour de la jeunesse, puisqu'on a créé notre propre centre de formation, la CFA d'alternance, avec 16 classes d'alternants réparties sur l'ensemble du territoire. Il y a beaucoup de problèmes de recrutement en ce moment. Hein, donc, oui, tout à fait. Vous êtes touché ou pas on est touché notamment sur des compétences un peu critiques aujourd'hui sur le marché. Hein. Vous parliez de l'IA, de la data, des systèmes d'information. Voilà, c'est des compétences aujourd'hui où on est tous confrontés. Mais là où on recrute le plus, c'est sur la relation client. Notre gros volume de recrutement est bien sur la relation client. Et qu'est-ce qui est mieux pour une société d'aller former dans les écoles en ayant des classes d'alternants, en plus une entreprise mutualiste où on leur présente nos valeurs et l'état d'esprit, puisque dans le cadre du plan stratégique, c'est Massif employeur de référence.
Et d'ailleurs, on a été également certifié comme top employeur en cette fin d'année. Donc, c'est vraiment des enjeux extrêmement importants. L'engagement, il ne se fait pas que vis-à-vis de la société, c'est aussi en interne auprès des collaborateurs. C'est l'alignement d'un discours et des preuves. Et parmi les attentes des sociétaires, vous évoquez les questions de pouvoir d'achat. Il y a un autre sujet qui a émergé ces derniers mois, qui est la question de la dépendance. Alors, émergé ces derniers mois, mais qui en fait est dans le débat public depuis des années. Et ça fait, je pense, 20 ans qu'on écrit des copies à Sciences Po sur les questions de la grande dépendance et du grand âge. Ça a même dû m'arriver il y a quelques années, vous voyez. Mais comment est-ce que la Massif, par exemple, prend ce sujet à bras-le-corps, parce que c'est la première fois qu'on a 4 générations qui vont cohabiter, et ça change évidemment tout dans les relations familiales, dans les cellules, dans les liens de solidarité entre les générations. Et tout à fait. Et d'ailleurs, dans toutes les enquêtes qu'on a menées aujourd'hui, la santé fait partie des préoccupations des Français aujourd'hui. Et la dépendance, ce n'est pas un sujet nouveau, et c'est un sujet sur lequel Massif est présent, notamment auprès des aidants. Sur lesquels on a des actions extrêmement fortes. Donc, ce n'est pas des sujets nouveaux, mais c'est des sujets qui se sont accentués post-crise sanitaire, puisqu'avec le Covid, finalement, on a repoussé un certain nombre de soins. Et on voit qu'aujourd'hui, c'est vraiment un sujet de préoccupation extrêmement, extrêmement fort. Donc on voit votre engagement sur le domaine sociétal qui est fort, mais est-ce qu'un modèle économique et responsable, c'est bien compatible ? Certains en ont fait des frais. Hein, voilà. Oui. Voilà. Oui, d'accord. Oui, Tu penses à quelqu'un? Non. Oui. Patron de Danone. Oui. Mais c'est la différence entre une entreprise, on peut la citer, une entreprise comme Danone, où on se lance comme une entreprise à mission, mais on a une entreprise à mission, mais en même temps, dans la gouvernance et les contraintes de résultats financiers, rien n'a bougé. Donc au final, la pression, elle est toujours la même. Et la pression, c'est laquelle? C'est la pression du court terme. La différence à la Massif, dans une entreprise mutualiste, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, et c'est là où les deux sont compatibles, c'est que quand je prends le choix d'investir sur un sujet donné, je vous donnais des exemples tout à l'heure, j'investis pas, j'attends pas le résultat dans les 6 mois. Et peut-être que mon résultat sera un petit peu moins bon dans les 6 mois, mais ce que je vise, c'est le 2 ans ou 3 ans, c'est le coup d'avance. C'est toute la différence. C'est la rentabilité économique, on s'en préoccupe, et heureusement, c'est ce qui fait aussi qu'on a plus de 60 ans. Mais elle est au service d'un projet social, et je reverse ça à mes sociétaires, et je ne reverse pas ça à mes actionnaires. Et c'est toute la différence. Allez, on poursuit avec les bonnes notes du mois. Et c'est donc l'heure des bonnes notes du mois. Alors Benjamin, votre bonne note ce mois-ci fait écho à la crise en Ukraine. Oui. Ils sont 4 entrepreneurs, ils s'appellent Juan, Arnaud, Alexandre et Alexis. Ce sont les fondateurs de EU4UA.org, en bon français, EU4UA.org. Ils vont m'en vouloir, mais ils m'ont demandé de le dire. Ils ont créé ça le 25 février à 22h. Ils ont donné naissance à cette plateforme qui est une plateforme de solidarité qui permet de mettre en relation des réfugiés ukrainiens avec des personnes qui ont des logements pour les accueillir. Partout en Europe, le site est traduit dans 11 langues. Ils ont créé ça en 48 heures. Ils ont créé ça avec des développeurs partout sur la planète. Ils étaient 250. Ils ont fait ça en no-code. Et à la suite de quoi, ils ont évidemment utilisé leur savoir-faire, parce que ce sont les fondateurs d'un site bien connu qui s'appelle jobgather.com. Ils ont mis un peu de côté leur activité pro pour faire ça, pour se dédier à ce moment terrible que nous connaissons depuis maintenant 8 semaines. C'est né le 25 février. En quelques jours seulement, ils avaient déjà plusieurs milliers de personnes qui étaient inscrites sur leur site. Ça a été un très grand succès. Ça doit continuer. C'est en 11 langues. Pour s'y inscrire, il suffit de 2 petites minutes. Et après quoi, le matching est opéré en fonction des critères du pays et de la composition de la famille. Et après, les gens, entre eux, se parlent sur WhatsApp, par téléphone. Bref, c'est simple, c'est intelligent. C'est la technologie au service de quelque chose d'utile. Et très franchement, dans cette période, ça fait du bien. Donc un grand bravo à eux, EU4UA.org, EU4UA.org. Allez-y, c'est utile et ça fait du bien. Et c'est une très belle initiative. Votre bonne note, Mira Lelay? Alors moi, ma bonne note, elle est également utile et elle décoiffe un petit peu. C'est la campagne Silva, notamment, je ne sais pas si vous l'avez vu un petit peu elle a pas mal circulé ces derniers temps sur les réseaux sociaux, c'est je pose les mêmes questions aux femmes et aux hommes. Et il y a eu 8 dirigeants de grands groupes qui ont été interrogés
où on leur a posé les mêmes questions qu'on poserait à des femmes. Et je trouve que c'est des sujets qu'on ne sait jamais trop comment les aborder. Et même un secrétaire d'État. Et même un secrétaire d'État. Et on ne sait jamais trop comment les aborder. Et pourtant, je ne suis pas toujours très sensible à ces sujets. Et là, j'ai vraiment trouvé ça assez décoiffant. C'était très très drôle et C'était très drôle, marquant à la très fois. bien fait. C'était extraordinaire. Et j'ai trouvé ça, voilà, j'ai trouvé ça très bien. Et comme ça date juste de quelques jours, voilà, c'était ma bonne note du jour. Génial. Bravo pour cette bonne note. Karine Schrezen. Eh ben moi, je vais revenir finalement à l'agriculture. Il faut de l'innovation, mais il faut des terres. Et j'ai eu la chance de rencontrer un entrepreneur qui s'est dit qu'il allait tout simplement s'atteler à un des plus gros problèmes mondiaux actuellement, qui est la montée des eaux, comme on le sait avec l'écologie, et qui nous a expliqué récemment, on va voir comment il arrive à le développer, il est en pleine levée, que tout simplement, il avait trouvé un endroit dans le Sahara égyptien qui était en dessous du niveau de la mer, qui avant était une mer qui s'est asséchée et qu'il suffirait de créer, en fait, il suffirait, c'est assez complexe, mais il travaille sur un projet de créer finalement un canal entre l'océan et cet endroit qui pourrait accueillir un gros morceau d'océan finalement et qui permettrait de réduire de 20% la montée des eaux. Donc je trouve ça assez extraordinaire. Maintenant, bonne chance à lui parce qu'il y a beaucoup de choses à faire. Ça paraît tellement simple, on se dit comment on n'y a pas pensé avant. Mais c'est souvent les meilleures idées sont les plus simples. C'est vrai, merci beaucoup Karine Schrenzel, merci beaucoup Mira Lelay. C'est donc la fin de cette émission. Merci à vous tous de nous avoir suivis et vous pouvez bien sûr nous retrouver tout le week-end sur Bismart. Au mois prochain, et puis surtout ce week-end, vous nous retrouvez sur Bismart et vous allez voter. C'est vrai, à très vite dans Smart & Strat. Merci. Merci à vous.